Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast que j'espère vous allez adorer. Après celui du lundi, l'index des pierres, je vous propose pratiques, rituels et protocoles des cristaux par Chris Kerr. On me surnomme Meb Crystal du fait que j'aime mixer mon apprentissage en cristaux et celui de guérison énergétique. Lundi, je vous ai présenté l'actinolite et aujourd'hui je vais vous parler, comme tous les mercredis, de la pratique. Cette partie étant un résumé de nombreuses expériences, formations, recherches personnelles, elle se fera sur une base d'un abonnement payant mensuel. Aujourd'hui, je vais vous parler de la base, le choix des cristaux, leur nettoyage et leur recharge. Vendredi, je vous parlerai de la formation des cristaux et des systèmes cristallins. Mais assez parlé du futur, passons à l'action. Beaucoup de gens se tournent vers la lithothérapie en ce moment et cela fait des controverses. Alors je voudrais commencer par vous partager mon avis sur le sujet. Dans les années 90, on parlait volontiers de minéralogie. Vous ne pouviez pas échapper à une visite de grottes, de vestiges romains, de châteaux forts, de villes, sans terminer dans la boutique souvenir en face d'œufs, de pyramides, d'échantillons, de cristaux locaux. Des tranches d'agate, des morceaux énormes de calcite, des pyrites, des géodes de quartz, des géodes d'améthyste, etc. Nous parlions alors principalement de l'intérêt chimique et physique des pierres. Des classes entières vidaient les stocks des boutiques sans que cela ne dérange personne. Les lithothérapeutes existaient déjà puisque depuis l'Égypte ancienne, au moins, on utilise les pierres pour se protéger. La bijouterie, à ses débuts, était d'abord un atout esthétique de protection et s'est développée ensuite comme une affiche d'abondance. Puis peu à peu, le côté énergétique a été délaissé pour le côté esthétique et la démonstration de pouvoir financier. C'est même devenu un investissement en capital. De nombreuses personnes travaillant dans le domaine spirituel, holistique et énergétique s'accordent à dire que le niveau vibratoire de notre planète Terre est en constante évolution. Donc, on pourrait conclure que de plus en plus de personnes sont sensibles aux vibrations énergétiques, ce qui pourrait expliquer l'intérêt grimpant pour la lithothérapie. En fait, le concept est simple. Chaque élément, matière, entité, se diffère du néant par une énergie. L'énergie qui se consomme se transforme en énergie rayonnante. Chaque pierre est différente d'une autre, de par sa couleur, son aspect, et tout cela provient de l'énergie qui a été utilisée au moment de sa création, ainsi que des énergies qui l'ont entourée jusqu'à ce qu'elle arrive sur votre chemin. Je dis chemin car les premières pierres que l'on collecte, souvent, sont de simples cailloux lorsqu'on en est enfant. Pourquoi ce caillou et pas les milliers d'autres? Je pense que c'est l'effet de l'attraction. L'énergie de ce caillou vibre synchrone avec votre propre énergie et a attiré votre œil, puis votre âme. C'est sûrement même dans le sens inverse. Donc pour choisir une pierre, c'est simple. Comme souvent dans la vie, il faut se fier à l'attraction et à l'intuition. En marchant, si une pierre vous interpelle, prenez-la. Je vais vous faire un aveu un peu gênant mais j'assume. Dans un magasin de construction, en marchant dans les rayons de diverses décorations extérieures, je me suis retrouvé il y a quelques années en arrière dans le rayon des galets pour bassins, allées, jardins, etc. Il y avait des sacs remplis et devant chaque type de produit, il y avait un bac avec un échantillon de plusieurs cailloux pour pouvoir voir à quoi cela allait ressembler chez nous. Eh bien, imaginez, chose étrange, il est impossible d'acheter un galet comme on achète un clou, une vis, un écrou dans un magasin de construction. Non, soit vous achetez par sac de 20 kilos, soit rien. Je n'avais pas besoin de cailloux, je n'avais pas de caddie pour traverser les 200 mètres du magasin, alors j'ai volé celui que je vous présente ici. C'est honteux, mais c'était irrésistible. Bon, d'accord, à la fin, j'ai quand même dit à la caissière, voilà, j'ai pris ce caillou parce que j'avais envie de le prendre et il faisait partie d'un gros sac. Donc je donne 5 €. Et elle pouvait pas refuser parce que de toute façon, c'était pas vraiment dans un sac, c'était dans un bac. Ce bac-là ils ont pas compté le nombre de cailloux, donc de toute façon, il était pas monétisable. Mais bon, ce caillou, si vous le regardez, probablement, il vous attire pas. Mais moi, quand je le vois, je l'aime. Et je vous assure que mentalement, ça va très bien. Redevenons un peu sérieux. Si une pierre vous appelle, prenez-la. Vous regarderez plus tard ou pas ce que c'est, le nom, mais c'est pas important. L'important, c'est de la mettre en vue ou dans votre poche et de la garder. Je vous conseille quand même de la nettoyer en rentrant à la maison, au cas où. Maintenant, pour les magasins de pierres physiques, il y a 2 cas de figure. Soit vous venez en curiosité, et là, c'est simple. Regardez, touchez. Si vous ressentez une envie, exactement comme dans une bijouterie, après tout, les pierres semi-précieuses sont des bijoux. Donc si vous ressentez quelque chose de positif et que vous pouvez vous l'offrir, foncez. Si elle est trop chère, vous regardez le nom
Et puis vous vous dirigez vers les pierres plus petites et vous appliquez le deuxième cas. Le deuxième cas, le voilà. Vous cherchez une pierre particulière parce qu'un lithothérapeute vous l'a recommandé, ou un livre, ou une revue, ou moi. Alors, c'est simple aussi. Si vous savez ce que la pierre est censée vous apporter, pensez à cet effet en glissant la main dans le casier de la pierre en question. Si vous ne connaissez pas les effets recherchés, concentrez-vous juste sur le nom. Et puis vous allez voir, une pierre va se glisser sur le dessus, revenir en permanence entre vos doigts. Plus directement, vous tapez dans l'œil. Vous avez compris, c'est votre pierre. Pour les magasins en ligne, cela fonctionne de la même manière. Si le shop présente les photos réelles de chaque pièce qu'il vend, encore une fois, c'est simple. Une des photos vous tapera dans l'œil. Si ce n'est pas le cas, faites des économies ou regardez une autre boutique en ligne. Un signe est un signe, pas de signe, c'est aussi un signe. Ce n'est pas le bon cristal, pas la bonne boutique ou pas le bon moment. Rien de grave en soi. Dans le cas où le shop présente seulement une photo standard et que vous ne voyez pas réellement le modèle que vous allez acheter, vérifiez la réputation de cette boutique, si elle est sérieuse, et si c'est le cas, le préparateur de commande va lire votre nom et le répéter en choisissant le modèle pour vous, et vous recevrez exactement le modèle qui vibrait le plus pour vous dans son stock. Le seul effet, vu qu'ils vous enverront toujours une pierre, cela peut prendre un peu de temps pour que la connexion entre vous et cette pierre se fasse, mais elle se fera. Il se peut que vous ressentiez un désintérêt pour la pierre sur ce genre de site. Alors, cela garantit qu'il n'y a pas de pierre pour vous dans cette boutique, à cet instant. Écoutez-vous, cela fonctionne quasiment toujours. Il existe un dernier moyen pour choisir une pierre ou une boutique, cela s'appelle la radiesthésie. Je ne vais pas rentrer dans le détail du pendule aujourd'hui, mais puisqu'on est dans la pratique, je vais juste vous détailler la technique de ma mentor en lithothérapie, Judy Hall. Cela s'appelle en français le doigt du sourcier. C'est très très simple. Vous n'avez pas besoin de travailler ni d'avoir de dons, c'est en chacun. Mais plus vous le pratiquez, plus cela fonctionne. Formez un anneau avec votre index et votre pouce de la main gauche. Et venez faire de la même chose avec votre main droite, comme si vous vouliez former une chaîne. Maintenant, posez une question vraie. Par exemple, je m'appelle Meb, et puis en même temps, tirez vos mains dans des directions opposées. Si la chaîne ne rompt pas, c'est bon signe. Si elle rompt, c'est-à-dire si vos deux maillons se séparent, vous devez pratiquer encore un petit peu. Posez une deuxième et une troisième question vraie, ou directement une question fausse. Par exemple, est-ce que j'ai 105 ans aujourd'hui? Et tirez encore dans des directions opposées. Cette fois, les doigts devraient permettre les maillons de se séparer. Si tout est bon, alors passez à la suite. Est-ce que je peux prendre ma pierre dans cette boutique en ligne? Est-ce qu'ils vont me choisir une bonne pierre? Est-ce que je dois acheter cette pierre? Est-ce que cette pierre est faite pour moi? Vos doigts vous montreront la réponse. Les maillons restent attachés, c'est oui, sinon, essayez encore. Voilà, maintenant vous avez une pierre et elle est très belle. Mais si vous en attendez quelque chose, il faut la nettoyer. Là encore, il y a beaucoup de techniques. Et j'avoue que chaque pierre a une façon de se nettoyer un peu particulière en fonction de sa composition, sa dureté, son état, etc. Et puis aussi de comment vous l'avez utilisé juste avant. La première technique, la plus courante, pour les pierres non striées et non spongieuses, et d'une dureté supérieure à 5-6, il y a l'eau. Je vous conseille de l'eau osmosée ou de l'eau de source. Alors, soit vous posez vos cristaux dans un récipient contenant l'eau, soit vous versez l'eau dans le récipient contenant la pierre. Ça n'a pas d'importance. Si vous avez la chance d'habiter à côté de la mer ou de l'océan, vous pouvez même, à l'aide d'un sachet perforé, laisser votre pierre tremper quelques minutes dans cet océan. Attention, par contre, ensuite, à bien les rincer et les sécher. Je le fais principalement pour ma part uniquement avec des pierres roulées, jamais avec des pierres brutes. Personnellement, je préfère la technique de la fumigation. Jusqu'à ce que je découvre Luc Baudin, j'utilisais principalement des rouleaux de sauge, des bâtons de Palo Santo ou des bâtonnets d'encens. Je passe mes pierres dans la fumée en répétant à haute voix ou dans ma tête « Je demande à l'univers de nettoyer mon cristal. Je demande à l'univers de nettoyer mon cristal. Je demande à l'univers de nettoyer mon cristal. » Voilà, je le répète 3 fois. Et puis je laisse la pierre dans la fumée jusqu'à ce que je ressens que cela suffit. Je ne peux pas l'expliquer, c'est un ressenti à un moment donné où on se dit « c'est bon ». Avant de me connaître bien, je faisais une pause et je faisais le doigt de sourcier. Je demandais si mon cristal était nettoyé. Et si ce n'était pas le cas, je repassais le cristal dans la fumée et ainsi de suite. Luc Baudin, dans ses cours de guérison énergétique, préconise l'utilisation de résine d'encens pour purifier les lieux et les gens avec des charbons. Et je peux vous dire qu'en termes de fumigation, c'est quelque chose. Il existe peu de parfums, mais vous trouverez sûrement ce qui vous convient. Donc en vérité, je remplace les bâtonnets d'encens par de la résine d'encens. Et vu que ça produit énormément de fumée, les cristaux sont très vite nettoyés.
Ma troisième technique, quand je sens qu'il y a beaucoup à nettoyer ou que j'ai l'énergie négative de manière importante, j'utilise du gros sel de mer non raffiné. Soit dans un saladier, soit dans un verre en fonction de la taille de la pierre. Personnellement, je ne mets jamais en contact direct le sel et la pierre. Soit j'utilise un tissu fin en soie, en lin ou en coton, soit j'utilise un verre où je pose la pierre et puis ensuite je pose le verre sur le sel. Après la purification, il faut jeter le sel dans les toilettes si vous n'avez pas de fosse septique. Sinon, il faut le diluer un maximum et puis vous le versez dans la forêt ou dans la nature. Mais le mieux, c'est de le vider dans la mer. Il existe encore une technique que j'aime bien aussi, c'est le disque de sélénite. En effet, le sélénite nettoie et recharge les pierres. Il s'auto-purifie et s'auto-recharge même. C'est vraiment une pierre géniale. Il vous suffit de poser votre pierre sur votre disque de sélénite quelques heures. Vous pouvez même la laisser quelques jours pour que ça se fasse bien en profondeur. Il existe d'autres cristaux qui peuvent nettoyer les autres pierres. La cornaline, le quartz fumé et la citrine. Il faut que cela soit des gros morceaux ou des druses ou des géodes. Cependant, il y a un inconvénient, il faut les nettoyer ensuite à leur tour. Donc, pour moi, c'est trop de boulot. Ensuite, il y a la technique vibrationnelle. C'est une technique où vous utilisez des diapasons, des cloches, des tingsho, comme vous pouvez l'entendre, un bol tibétain ou un gong au-dessus du cristal pour le nettoyer. Ici, pour moi, il faut se faire confiance, car de par mon expérience, j'ai ressenti que certaines pierres résistaient à cette technique de nettoyage, alors que d'autres adorent mes cymbales tibétaines. Pour le bol, il faut tout de même avoir une certaine technique, mais si cela vous tente de l'essayer, tentez-le, car la vibration des bols est très intense. La technique la plus naturelle est de replonger votre cristal dans son milieu, qui est la terre. Je déconseille les pots de fleurs. Si vous avez des énergies négatives à nettoyer, pourquoi les envoyer directement dans les racines de votre pauvre fleur? Je préfère dans un terrain. Si vous êtes dans un appartement, faites une balade en forêt, trouvez un coin isolé et enterrez vos cristaux, puis revenez les prendre quelques jours après. Il faut 2-3 jours. Bon, il y a des risques de perte quand même. Dans votre propre terrain, il faut s'assurer que la terre ne soit pas trop sablonneuse ni trop grasse, parce qu'il devient alors compliqué de retrouver le bel aspect initial de la pierre. Parce qu'il faut décoller ce qui se colle et dépoussiérer ce qui s'ensable. Par contre, sur le plan énergétique, c'est très efficace. Je vous donne encore 2 techniques que je n'aime pas, mais qui existent et peut-être qu'elles vous parleront plus qu'à moi, alors je vous les communique. Certains considèrent que le riz est plus qu'un absorbant d'humidité, mais aussi d'énergie. Ainsi, en plaçant votre cristal dans un riz brun pendant la nuit, permettrait de nettoyer les cristaux, principalement ceux qui ont été utilisés pour la protection contre les champs électromagnétiques ou la pollution énergétique négative. Attention, vous ne devez pas consommer ce riz par la suite. Il doit être détruit. Certains parlent de compostage, mais bon, je ne suis pas sûr que d'engraisser vos aliments avec des énergies négatives soit bien recommandable. Il existe enfin une technique à partir d'essence de nettoyage. Vous pulvérisez une solution qui purifie en profondeur le cristal. Et le seul avantage est que c'est rapide. Judy Hall, par exemple, adorait cette solution, car ça lui permettait de nettoyer physiquement et énergétiquement les cristaux, plutôt que d'utiliser une autre cristalline ou un produit inadapté. Donc pour moi, si vous laissez trop vos pierres prendre la poussière, c'est le seul cas où cela serait nécessaire. Enfin, voilà mes 2 méthodes préférées de nettoyage. La première, la visualisation de la lumière. Vous tenez votre cristal dans vos mains et vous visualisez une colonne de lumière blanche et brillante descendre et recouvrir le cristal. Concentrez-vous sur le fait que cette lumière absorbe tout ce qui peut être négatif, le transformant en une énergie pure. Si la visualisation de la lumière est compliquée, vous pouvez utiliser la lumière d'une bougie, mais gardez en tête votre intention de purification du cristal. Enfin, ma technique favorite, que j'ai volée à Luc Baudin, je demande le nettoyage et la purification de mon cristal. Vous pouvez dire le nom de la pierre, vous répétez 3 fois, et c'est terminé. Par exemple, vous prenez une pierre de cornaline au creux de vos mains, vous respirez profondément et calmement, et puis vous répétez « Je demande le nettoyage et la purification de ma cornaline. Je demande le nettoyage et la purification de ma cornaline. Je demande le nettoyage et la purification de ma cornaline. » Et voilà, votre pierre est toute propre. Vous pouvez compléter « Je demande à » et dire le saint, le guide, le nom d'un dieu, etc. Vous allez voir, peu à peu, les mots de vos rituels ou incantations vous feront du bien s'ils sont dans le vrai, et vous vous tromperez s'ils sont faux. Pour le stockage des pierres, je vous conseille de garder vos cristaux à vue, sur une étagère ou dans une vitrine.
S'ils ne sont pas programmés pour une raison particulière, demandez à ce que leur énergie ne rayonne que ce qui vous fait du bien. Évitez les boîtes en métal, les coffrets à bijoux d'occasion et les vieux trucs. Si vous ne voulez pas exposer vos pierres plus que ça, consacrez-leur un tiroir par exemple que vous ouvrez lorsque vous êtes seul pour profiter de leur aura. Ils aiment également se retrouver dans des poches en tissu. Si vous ne vous servez plus d'une pierre, plutôt que de la mettre au fond d'un placard, donnez-la à quelqu'un que vous appréciez. Je vais terminer avec le rechargement des cristaux. Je vous rassure, cela va être très simple. Encore une fois, pour moi, il y a 2 techniques de rechargement essentielles. La première est la suite de ma technique favorite de nettoyage. Je demande le nettoyage, la purification et la recharge de mon cristal. Je demande le nettoyage, la purification et la recharge de mon cristal. Je demande le nettoyage, la purification et la recharge de mon cristal. 3 fois, toujours. La plupart du temps, cela suffit. Sinon, vous devez acquérir une géode ou une druse d'améthyste et y laisser votre pierre une nuit. Une 3e technique a un effet revigorant sur les pierres, c'est la lune. Mais il faut absolument être sur une lune ascendante ou sur une pleine lune. Pas de recharge à la nouvelle lune, ni sur une lune descendante. Le soleil est une très bonne technique de recharge aussi, mais elle doit être en temps limité et uniquement sur les cristaux opaques, sous peine de perdre de la brillance, de la transparence et de la couleur. Évidemment, les pierres fluorescentes aiment particulièrement ce genre de recharge, et personnellement, je me limite à celle-là. Voilà, vos premiers pas dans la pratique de la lithothérapie sont faits. Réécoutez ce podcast à chaque fois que vous avez un doute ou que vous en avez envie. Il est fait pour ça. Écoutez-le même à plusieurs. Vraiment, l'idée, c'est que cela vous serve. J'espère que vous avez aimé ce premier épisode de Chris Care, les pratiques, rituels et protocoles. N'hésitez pas à partager ce podcast aux gens que vous aimez. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à l'email vip@mebcrystal.com vip@mebcrystal.com. Je vous répondrai personnellement. Je termine enfin en vous envoyant tout mon amour et je demande à l'univers d'entourer chacun d'entre vous de la meilleure énergie possible.